On se construit un petit circuit très simple qui permet de vérifier les différents composants électroniques. Condensateur, résistance, inductance, semi-conducteur, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a sur cette plaquette Hewlett Packard? Bien, il donne en mille le condensateur électrolytique. Bidouilleur, salut. Je fais suite à un affichage sur le forum Électrobidouilleur d'un petit circuit de la part de Pascal, alias Electronic. Pascal est le modérateur, il m'aide beaucoup pour le maintien du forum. Il a soumis ce circuit qui est simple, qui existe depuis longtemps, mais qu'on a toujours plaisir à redécouvrir. C'est-à-dire un circuit pour vérifier les différents composants électroniques, soit passifs, soit actifs, mais avec un signal qui nous permet de voir la réponse en fonction de la tension, d'une tension négative jusqu'à une tension positive. Il existe déjà sur le marché des vérificateurs de composants de ce type, mais ils sont assez onéreux, merci. Alors, il y a moyen de se faire un petit circuit équivalent, celui du pauvre, bien sûr, qui fonctionne quand même assez bien, qui va permettre de vérifier de moins 3, moins 4 volts là, à plus 3, plus 4 volts. Alors, on regarde ça tout de suite. En quoi ça consiste? Vous allez voir, il n'y a pas grand-chose là-dedans. Alors, le circuit tel que proposé utilise un oscilloscope en mode XY, donc ça prend un oscilloscope à 2 voies, analogique autant que possible, l'affichage est meilleur, qui a le mode XY. La plupart des oscilloscopes analogiques ont le mode XY. Alors, on a besoin d'un transformateur d'alimentation du secteur. Ici, on propose 3 volts, mais ça pourrait être une autre tension, à condition qu'on change les valeurs ici. Alors, le circuit propose de brancher ces 2 nœuds du circuit sur l'oscilloscope et de se sortir 2 sondes, une sonde branchée à la masse et une sonde ici branchée sur l'alimentation. Avec cela, ça nous permet de tracer à l'écran de l'oscilloscope des courbes de réponse en fonction du composant qu'on connecte sur le circuit. Donc ici, ces photos-là sont idéalisées beaucoup, je peux vous le dire, mais quand même, ça donne une idée de ce qu'on peut voir en fonction de quel composant on connecte. OK? Alors, ce circuit, j'ai voulu le simuler pour être certain que je comprenais bien parce que je trouve qu'il n'est pas très bien dessiné. Alors, je l'ai redessiné et je l'ai simulé. Alors, j'ai redessiné le circuit. On a le transformateur à gauche, ici. On a nos 2 résistances, telles que montrées dans le circuit. Et on a notre résistance qui va jusqu'à la masse. Nos 2 sondes sont présentes. OK. Le problème que j'ai eu lors de la simulation est que ce circuit n'a qu'une attache à la masse. C'est donc dire qu'on a un courant qui circule ici, parfait, ça c'est clair, un signal sinusoïdal de 3 volts d'amplitude à 60 Hz, mais il n'y aura aucun courant qui va circuler ici, puisqu'il n'y a aucune autre référence dans le circuit à 0 volts. Évidemment, on présume que l'oscilloscope n'est pas connecté. D'accord? Alors, si c'est le cas, bien, forcément, on aura une simulation où on aura quelque chose de mesuré en entrée, à l'horizontale ici, mais on n'aura absolument rien ici en sortie qui va circuler vers la masse, puisqu'il n'y a qu'une seule masse. Alors, si je fais la simulation de ça, j'obtiens ceci, c'est-à-dire qu'on a un courant à l'horizontale sur l'oscilloscope, mais on n'a absolument rien à la verticale, ce qui fait du sens, puisqu'il n'y a aucun courant qui circule ici. Il n'y a aucune possibilité pour ce circuit d'envoyer du courant, puisqu'il n'y a nulle part ailleurs où il y a une référence à la masse. Si on connecte les oscilloscopes, là, peut-être il y aura un peu de référence à la masse, puisque l'oscilloscope est mis à la terre, lui. Donc, moi, je ne suis pas à l'aise avec ce circuit. Un, du fait qu'on ne peut pas le simuler comme il faut par rapport à la réalité. Et deux, je crois qu'il y a moyen de faire beaucoup mieux pour avoir une simulation qui va correspondre exactement à la réalité. Alors, je vous propose ces modifications. J'ai éliminé la résistance ici, qui n'était pas nécessaire. Et maintenant, le courant circule ici, dans la boucle. Il y aura toujours un courant qui va circuler
référencé à la masse. Il y aura donc possibilité de faire une mesure ici et ici, même lorsqu'il n'y a rien de connecté ici. Alors, je vous montre le résultat. Bien, le voilà. Voilà, maintenant, on a vraiment notre signal d'entrée. Donc, le signal envoyé à la voie horizontale et le signal vertical envoyé à la voie verticale sur l'oscilloscope. Et là, vraiment, on a une simulation qui fait du sens, donc, et on aura un circuit qui sera plus stable et qui ne reposera pas sur la mise à la terre de l'oscilloscope pour bien fonctionner. Petite note en terminant, j'ai multiplié par 2 les valeurs de résistance, tout simplement parce que mon transformateur est de 6 volts plutôt que de 3 volts. Donc, je voulais maintenir un courant faible dans le circuit, j'ai donc doublé la valeur des résistances. Vous êtes peut-être curieux de savoir c'est quoi le courant qui circule? Eh bien, je vais vous le montrer ici. La courbe en bleu indique le courant dans la résistance en série avec la source, donc le transformateur, et on voit que le courant va aller à 1,3 mA et moins 1,3 mA dans un circuit comme tel. Donc, on travaille avec des courants qui sont très faibles, aucune possibilité réelle d'endommager des semi-conducteurs, par exemple. Et on sait qu'avec des petits courants comme ça, il n'y aura pas de surchauffe des résistances non plus. Venez voir de plus près à quoi ressemble mon montage. Alors, pour tout contenir le circuit, j'ai fouillé dans le fond de mes réserves de plaquettes et j'ai trouvé cette vieille plaquette phénolique. Donc, ce n'est même pas du FR4, donc époxy vert. C'est du bakélite, dont jaillit l'utilisation parce que c'est très friable, ça casse facilement. Mais disons que pour l'usage ici, c'était bien correct, là. J'y ai mis des pattes de caoutchouc en dessous pour être certain que ça ne glisse pas, mais bon, essentiellement, j'y ai mis un transformateur, celui-ci est de 6,3 volts, donc c'est bien suffisant pour le circuit. Le circuit original proposait 3 volts, mais moi, j'en ai mis un petit peu plus, tout en limitant le courant. Donc, alors 6,3 volts et j'ai les deux côtés, j'ai la sortie horizontale en X et j'ai la sortie en Y. 2 connecteurs BNC femelles, montage sur panneau, récupéré, encore une fois, usagé, récupéré, fond de boîte, fond de réserve, 3 petites résistances, 2 d'un cas et une de 400 ohms, 390 ohms en fait. En fait, j'ai même mis 470 ohms, ça a plus ou moins d'importance. Et 2 fils ici, que j'ai avec des pinces alligator que j'ai soudées, un à la masse et l'autre sur le point de contact ici. Alors, évidemment, pour pouvoir faire ces petits îlots sur la plaquette, j'ai dû prendre un outil Dremel de découpage avec une pointe à buriner et j'ai découpé des îlots. J'en avais 3 à faire, 3 îlots sur la plaquette. C'est aussi simple que ça. Et le reste, évidemment, est la masse dans le circuit. Donc, pas plus compliqué de préparer la plaquette. Évidemment, le transformateur, je l'ai fixé solidement avec 2 vis et écrou. Alors, c'est tout. C'est pas plus compliqué. Allons voir si ça fonctionne bien. Alors, j'utilise un oscilloscope analogique. Celui-ci est de quand même bonne performance. C'est un Tektronix 2465A. Un oscilloscope de 350 MHz. On peut l'appeler le vénérable 2465A. Car je ne serais pas surpris que ce soit l'oscilloscope qui a été le plus fabriqué par Tektronix. Alors, c'est un excellent oscilloscope. Si vous pouvez mettre la main sur une telle unité, c'est merveilleux. Il y a même 4 canaux en plus, d'accord? Mais c'est un oscilloscope analogique. Il a la possibilité, par contre, de faire des mesures horizontales et verticales avec des curseurs. Il est possible d'embarquer des curseurs, voilà. Vous voyez qu'on peut faire des mesures avec l'oscilloscope, d'accord? Bon, alors, j'éteins cela. La première étape, c'est de s'assurer qu'on est bien centré. Si on veut faire une belle courbe, alors on éteint nos 2 canaux, 1 et 2, et on s'assure que le point est bel et bien au centre. Sinon, on ajuste sa position à l'horizontale ou à la verticale.
comme ici, il est juste bien. Parfait. Alors, on peut réallumer nos deux entrées, nos deux voies, 1 et 2. Et on met notre oscilloscope, on s'assure qu'il soit, parce que ce n'était pas le cas, là on voit le sinusoïdal, bien sûr, de notre 60 Hz, dans ce cas-ci, en Amérique du Nord, donc le signal CA. Alors, on se met en mode XY. La grande majorité des oscilloscopes analogiques ont le mode d'entrée XY et aussi les oscilloscopes numériques. Par contre, l'oscilloscope analogique pour ce genre de test est préférable car la rétention du phosphore donne une meilleure image compte tenu de la fréquence de 60 Hz. D'accord? Alors voilà, on a allumé nos deux canaux. Notre circuit est alimenté puisque si je l'éteins, on n'aura absolument rien. Alors je le réallume, voilà, c'est fait. Alors on peut quand même ajuster si on désire l'angle de cette barre-là en jouant avec le gain variable d'un ou de l'autre des canaux. Alors ici, on est pas mal bien, c'est-à-dire que la barre est passablement à 45 degrés à partir du centre. Elle coupe les coins des divisions. Donc, c'est exactement ce qu'on voulait ici. Là. OK? Alors, on va pouvoir voir maintenant une déviation en fonction des composants qu'on va mesurer. Donc, on a mis notre oscilloscope en mode XY. On s'assure que le signal est contenu dans l'écran. On peut ajuster l'angle pour avoir un bel angle de 45 degrés comme ceci. Alors voilà, là on est prêt pour faire des mesures. Alors je me tourne vers le circuit ici. Voilà. Alors, vous devinerez que si je court-circuite les deux pinces alligators, il n'y aura aucune déflexion verticale, bien qu'il y ait le signal d'entrée, si vous voulez, à l'horizontale. Il n'y a aucune déflexion verticale, donc il n'y a aucune tension qui est développée présentement sur les pinces. Évidemment, elles sont court-circuitées ensemble. Alors, circuit ouvert, donc on a une relation 1 à 1 entre l'entrée et la sortie. C'est ce qu'on recherche puisqu'il n'y a absolument rien de connecté. Maintenant, ce qu'on va venir connecter ici va venir changer, donc perturber la relation 1 à 1 qu'on avait. D'accord? Entre X, donc le canal X, et le canal Y, qui est l'autre sortie. Donc, c'est bien. J'ai ici ma boîte de substitution de résistance que je vais connecter. Vous allez voir qu'au fur et à mesure que je déplace ou je change les valeurs de résistance, vous allez constater une déflexion de la ligne vers le 0. Donc, on tend vers un court-circuit. Donc, on s'attend à avoir une ligne qui va descendre tranquillement vers l'horizontale au fur et à mesure qu'on diminue la résistance. Alors là, je suis dans les résistances très élevées. On ne voit pas beaucoup l'effet, mais regardez bien que je tombe ici dans des résistances plus faibles. Vous pardonnerez, mauvais contact. Donc, ça me permet de voir qu'il y a mauvais contact sur la résistance. Et vous voyez que la ligne, tranquillement, tend vers 0, ou à peu près. Voilà. Ce n'est pas tout à fait 0. Vous voyez, ça m'a permis de vérifier que j'ai un mauvais contact sur ma résistance ici. Alors, est-ce le commutateur? Oui, ça semble être le commutateur. Alors, on aura besoin d'envoyer du nettoyeur dans cette unité. Savez-vous, ça fait à quelques reprises que je vous la montre dans des vidéos, puis à chaque fois, elle me donne du trouble. Il va vraiment falloir que je la révise comme il faut. Alors, on tend vers 0 ici. Pas de tension qui se développe au bord de cette résistance. Si on augmente la résistance au maximum, donc à l'infini, on revient à notre relation 0. D'accord? Alors ça, c'est simple. Maintenant, un condensateur. J'ai un condensateur ici. Qu'est-ce qu'on va s'attendre à voir? On va voir, oui, en effet, une figure de Lissajous, c'est-à-dire une ellipse. Pourquoi? Parce que le condensateur a cette propriété. Vous retournerez dans ma vidéo de questions-réponses, numéro 4, je crois, où j'explique assez bien le fait que la tension est en retard sur le courant. Donc, cet effet de tension en retard sur le courant crée cette ellipse. Donc, le chemin du retour n'est plus au même endroit que le chemin d'aller. C'est pour ça qu'il y a déviation, tout simplement, du signal. Et on peut donc voir facilement que c'est capacitif, ou en tout cas c'est réactif, c'est certainement réactif, OK? Alors c'est pas résistif.
Car si c'était résistif, ça ne serait qu'une ligne. Si je connecte une inductance, qu'est-ce qui va se produire? Bon, ici, j'ai une méga inductance. C'est une inductance de 25 Henry. Oui, j'ai bien dit 25 Henry, pas 25 millihenry ou 25 micro-henry. 25 Henry, d'accord? Une grosse bobine avec tout un noyau, ça pèse plusieurs kilos. Bon, ben à 25 Henry, même à 60 Hz, on va clairement voir l'effet d'une inductance. Voilà, vous l'avez là. Il y a l'effet de lissajou. Donc la ligne, c'est ouverte. On a une ellipse. Elle est assez écrasée, même comparativement au condensateur. Mais quand même, on voit l'effet de l'inductance. Donc, pour voir une inductance, il faut vraiment y avoir beaucoup plus physiquement d'inductance grosse, si vous voulez, que l'équivalent en capacité. D'accord? Mais possible de vérifier une inductance aussi. Donc, les transformateurs, des choses comme ça, c'est très possible. Maintenant, si on passe au semi-conducteur, je vais mettre une diode. La direction n'a que peu d'importance, l'orientation. Alors voilà, on a une diode, je déconnecte, je reconnecte, vous voyez la différence. OK? Alors, on a une diode qui, lorsqu'on est polarisé inverse, donc négatif par rapport à sa jonction PN, qui se comporte comme un circuit ouvert, tout à fait ouvert. Lorsqu'on atteint environ 0.5, 0,5, 0,6, 0,7, on a le point de cassure, donc la jonction vient d'être polarisée de façon vers l'avant, donc et non pas inverse. Et on a maintien de la tension à 0,7 volts, donc 0,5, 26, 27, en fonction de la tension d'entrée. Donc ici, on a vraiment la démonstration d'un semi-conducteur. Si je l'inverse, pour vous montrer, la courbe va être dans l'autre sens, tout simplement. Et voilà. Cassure du côté négatif, cette fois-ci, parce que j'ai inversé la diode. Bon, alors ça, c'est une diode standard, classique. Si je mets une diode Zener, alors évidemment, le circuit ne va pas très haut en tension pour ce qui est de la Zener, mais on est capable quand même de voir à nouveau notre cassure de la jonction PN polarisée. Et en inverse, on commence à voir ici que la ligne commence à fléchir. Et si on allait beaucoup plus haut en tension, on verrait que ça s'aplatirait. Donc, ici, si j'avais une diode Zener dont la valeur de tension Zener est beaucoup plus faible, on pourrait avoir une courbe qui ressemblerait à quelque chose comme un S assez égal des deux côtés. Alors, vous avez ici l'effet Zener du côté négatif, alors que du côté positif, vous avez l'effet de diode classique. Alors maintenant, j'y ai branché un régulateur shunt, un régulateur de tension, TL431. Alors, quand on analyse un peu le circuit, on peut brancher le régulateur shunt, c'est comme un boîtier TO92. On peut le brancher de façon à constater la construction intérieure. D'abord, en sens inverse, il y a une diode de protection au silicium qu'on voit très bien ici, à 0,6 volts. Et lorsqu'on va du côté positif, il y a la tension shunt ou l'équivalent de la tension Zener qui commence à conduire ici. Si on allait plus haut en tension, évidemment, on aurait une ligne assez droite, car c'est un régulateur de tension et sa référence est de 2,5 volts. Donc, la tension monterait jusqu'à 2,5 volts et s'aplanirait. Ici, notre circuit ne pousse pas jusqu'à cette tension-là, donc on ne le voit pas. Mais on est capable de constater la construction interne de ce circuit. Une diode Schottky aura une tension beaucoup plus faible lorsqu'elle est polarisée vers l'avant. Donc, au lieu d'avoir 0,6, 0,7 volts, on a ici 0,3, 0,4 volts. Alors, une démonstration d'une diode Schottky différente d'une diode au silicium traditionnelle. Un transistor MOSFET avec sa diode de protection interne qui coupe à 0,6 volts et une conduction qui commence à fonctionner, passer 1,5, 2 volts. Alors voilà, un peu de travail, quelques pièces qui traînent à gauche et à droite et on peut se monter ce petit circuit amusant et même utile pour vérifier nos composants électroniques.
Je vous rappelle que vous pouvez faire des commentaires sur cette vidéo ou d'autres vidéos sur le forum, forum.bidouilleur.ca. Ça va nous faire plaisir de vous lire, de regarder vos commentaires et même d'y répondre si vous avez des questions. N'oubliez pas que vous pouvez aussi me suivre sur Facebook et sur mon site web bidouilleur.ca. Alors je vous dis à la prochaine!